Il n'y a aucune démocratie au monde qui a été confrontée à ce type de réalité. Que les personnes soient vivantes ou qu'elles aient été assassinées, on n'a laissé personne derrière et c'est cette étape que marque le retour de RAN. Et la deuxième chose, c'est que la société civile peut faire bouger les lignes quand elle se mobilise. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dorit Koskas. Dorit, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous vous avons sollicité parce que, eh bien, on peut dire qu'une page s'est tournée lundi avec le retour de la dépouille mortelle de Rankvili qui a ému tout un pays, on peut le dire. Et d'une certaine manière, on l'a vu au cours des 2 derniers jours, le dossier des otages est refermé. Heureusement qu'il est refermé d'une certaine manière et heureusement qu'il se referme comme il se referme avec le sentiment d'avoir accompli une mission jusqu'au bout avec la restitution du corps de Rankvili. Vous avez été au cours des 2 dernières années, des 2 années de guerre, très actif dans l'état-major des otages et en particulier, on va dire, dans l'aspect diplomatique, en particulier avec la France, puisque vous avez accompagné des otages en France, des ex-otages et des familles d'otages en France. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment personnel, ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris lundi après-midi l'annonce de la découverte du corps de Rankvili. Je pense que c'est un immense soulagement pour tous les Israéliens. Euh, et en même temps, ça nous permet de regarder aussi tout le chemin qui a été parcouru pour arriver jusque-là. Je crois que c'est important de rappeler ce qui s'est passé parce que on était tellement dedans qu'on se rend pas toujours compte. On parle de 250 personnes qui ont été kidnappées. Il n'y a aucune démocratie au monde qui a été confrontée à ce type de réalité. 168 personnes qui ont été kidnappées vivantes, 87 personnes qui ont été kidnappées alors qu'elles avaient déjà été assassinées le jour du 7 octobre et 46 otages assassinés en captivité. Et dans tout ça, une mobilisation de la société civile absolument incroyable autour de cette histoire, y compris, comme vous l'avez précisé, euh, auprès de d'autres gouvernements, auprès de Trump et de Biden. Et je crois qu'Israël peut être fier de sa société civile, du fait, je crois que c'est un message assez fort qu'on a envoyé au monde, c'est de dire qu'on laisse personne derrière. C'est finalement l'essence même de cet État, que les personnes soient vivantes ou qu'elles aient été assassinées, on n'a laissé personne derrière et c'est cette étape que marque le retour de Ran Zvili. C'est cette idée, deux idées principales. D'abord qu'en Israël, on ne laisse personne derrière, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est que la société civile peut faire bouger les lignes quand elle se mobilise. Alors, est-ce qu'il y a aussi un sentiment, parce on l'a ressenti avec l'annonce du rapatriement du corps de Rankvili, on a senti une sorte de consensus hein, dans la société israélienne, comme si le nom de Rankvili avait réussi à rassembler, c'est d'ailleurs sa mère, Tali, qui l'a dit et répété sur les antennes, il a réussi à rassembler une nation. Pourtant, il est vrai que ce dossier des otages n'a pas toujours été consensuel. Est-ce qu'il y a des erreurs, à votre avis, qui ont été commises quant à une forme de politisation de ce dossier qui aurait dû rester tout le temps, toutes ces 2 années consensuelles? Alors, l'histoire des otages, c'était une problématique qui était complètement humanitaire, qui aurait dû rester humanitaire. Malheureusement, le 7 octobre étant arrivé dans un contexte extrêmement tendu dans la société israélienne, il y a eu des tensions vives aussi entre les familles et le gouvernement. Je pense que tout le monde regrette que ce combat aussi important ait été politisé. Je pense que maintenant, on doit se tourner vers l'avenir et que on avait tous besoin de cette étape pour se remettre de tout ça,
pour que notre visage soit tourné maintenant vers la reconstruction. Et puis, je pense que même s'il y avait des fractures assez importantes comment dire, des divergences sur la façon de gérer cette problématique, les divergences sont légitimes. Mais effectivement, ce combat a été instrumentalisé. Il y a eu des moments forts, quand même, qui ont été partagés par toute la population israélienne. Je Comme pense quoi, que par exemple, les libérations. rappelez-nous, par exemple, certains de ces moments forts. D'abord, les premières libérations des enfants, des femmes, je pense que c'est quelque chose que nous avons partagé ensemble, quelles que soient nos divergences. Et bien sûr, la dernière libération des vivants était un moment extrêmement fort. Il faut rappeler qu'on a eu des moments de grand désespoir pendant ces 2 ans. Vous savez, Daniel, on était là tout le temps. Parfois, c'était vide autour des familles, plusieurs fois par semaine, sous la pluie, dans la chaleur. On était toujours là et parfois nous-mêmes, on n'y croyait plus. Mais on a décidé de les entourer quand même. Et, et je pense que quand on a réussi vraiment à avoir cet accord et à faire sortir les otages qui étaient vivants, euh, ça a fait battre le cœur. Et il faut le dire, on tourne une page qui est importante parce que depuis 2014, on avait des otages à Gaza. Donc, même si c'était une autre histoire, depuis hier, si vous voulez, on n'a plus aucun otage à Gaza. Donc, c'est une page extrêmement importante pour l'État d'Israël. On a eu plusieurs guerres avec Gaza où on avait Hadar Goldin était détenu Ouais. à Gaza. Euh, c'est quand même quelque chose de grand et je crois que c'est partagé par toute la population israélienne. Alors, au cours de ces 2 dernières années, vous avez eu l'occasion d'aller en France en particulier, même de rencontrer, si je ne m'abuse, le président Macron. Vous avez le sentiment que ce combat, il était compris par les démocraties occidentales ou parfois, peut-être, on avait le sentiment de dire, tiens, c'est quand même un peu étonnant, peut-être impressionnant qu'il y ait une telle mobilisation autour du dossier des otages? Parce que c'est pas Alors, obligatoirement le cas en France. Il y a eu des otages qui sont restés des années à pourrir dans des prisons, dans des geôles, et ça n'a jamais mobilisé les foules en France, par exemple. on n'a pas rencontré le président Macron, mais on a rencontré les sénateurs sur place très très tôt après le 7 octobre. C'était la première fois que des sénateurs et des députés français entendaient de première source des bandes audio du 7 octobre. Donc c'était quelque chose d'assez émouvant. Je peux vous dire qu'ils étaient très très émus. Et on a été accueillis à bras ouverts. Je pense qu'il y avait une grande empathie pour ce combat des gouvernements. Il y a quand même eu énormément d'ambassadeurs qui sont venus sur la place des otages, énormément de délégations de députés étrangers, etc. Et Trump l'a dit lui-même, il était sensible à ce combat. Donc finalement, c'était assez important. Est-ce que les autres, est-ce que ça se serait passé comme ça dans une autre société occidentale? Je sais pas. Un tel acharnement, une telle détermination, ça c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que ce combat a été vraiment accueilli par les gens qu'on a rencontrés à chaque fois. On a été soutenus. Après, le rôle qu'ils ont joué dans les négociations, etc., ça malheureusement, on ne pourra pas le savoir. Et alors, une dernière question sur ce sujet, c'est vous restez en contact avec les gens, les familles d'otages avec lesquels vous étiez en contact, et lesquels vous avez voyagé à l'étranger? Oui, bien sûr. Je crois que c'est devenu une grande famille. Il y a énormément de bénévoles qui se sont engagés pour le retour des otages et les liens qui ont été tissés sont extrêmement forts. Malheureusement, je tiens à dire, toutes les familles qui sont parties avec moi en octobre et qui ont rencontré les sénateurs français n'ont pas revu leurs proches vivants.
C'est triste. Et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui euh, saluer le courage d'abord des soldats de Tsahal qui sont partis le 8 octobre avec cette idée en tête de ramener les otages. Il faut se souvenir des prix que nous avons payés dans cette guerre, se souvenir des familles endeuillées qui ont payé le prix le plus lourd, et aussi de toutes ces familles, malheureusement, qui tournent une page importante puisque les familles se sont promises entre elles de ne jamais arrêter le combat tant que tout le monde ne soit rentré, mais tout le monde n'est pas rentré vivant. Et on doit s'en souvenir encore plus dans une journée comme aujourd'hui. Oui, effectivement, et on n'oubliera pas effectivement ceux qui ne sont pas revenus vivants, comme Ran Gvili, ce héros du 7 octobre. Je voudrais aborder avec vous, pour les quelques minutes qui nous restent, une question qui vous tient à cœur. C'est un autre dossier important dans la réalité israélienne, puisque vous êtes très proche de de l'ex-députée Einat Wilf, qui, elle, a brandi un étendard, un combat qu'elle mène depuis de nombreuses années pour la fermeture des bureaux de l'UNRWA. Ces bureaux ont été fermés sur décision du gouvernement. Et Einat Wilf, vous êtes très proche d'elle, elle s'adresse à la communauté francophone. Elle voudrait d'une certaine manière expliquer son action à ce niveau-là. Et c'est pas plus tard que, si je ne m'abuse, en début de semaine prochaine. Oui, a été une des personnes à tirer la sonnette d'alarme depuis, je dois dire, plus de 15 ans sur la problématique de l'UNRWA. À l'époque où elle était à la Knesset, on a beaucoup travaillé sur les financements de l'UNRWA pour essayer de réduire ces financements. Elle pensait déjà à l'époque que ce serait un véritable obstacle à la paix. Je dois dire qu'à l'époque, personne ne comprenait vraiment son obsession pour l'UNRWA, alors qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs de la reconstruction de Gaza et des perspectives de paix que nous avons avec Gaza. Effectivement, à partir du moment où vous avez une institution qui a été kidnappée, on peut dire, ou en tout cas hijackée par le Hamas, a été quelque part le moteur de tout ce qui nous a conduit au 7 octobre, avec des écoles qui enseignent la haine, avec des infrastructures qui ont finalement soutenu certaines activités du Hamas. On sait que il y a eu une plainte qui a été déposée contre l'UNRWA, puisque on sait qu'il y a un employé de l'UNRWA qui a kidnappé un Israélien le jour du 7 octobre. Donc tout ça est évidemment extrêmement problématique. Il y a un documentaire qui est sorti récemment qui expose cette problématique. J'encourage les gens à aller le voir. Et qui expose cette problématique et qui présente aussi le travail qui a été fait avec Einat Wilf. Et oui, Einat, qui a créé son parti indépendant il y a maintenant un an, vient à la rencontre des francophones à Ranana samedi soir pour présenter son programme et le travail qu'elle a fait. Eh bien, merci beaucoup Dorit, Dorit Koskas, de nous avoir euh, fait partager vos sentiments d'abord sur, bien entendu, ce dossier qui a été très proche, dont vous avez été très proche et très actif, dans lequel vous avez été très actif au cours des dans 2 ans, donc le dossier des otages. Et puis donc nous avons donné cette information sur une conférence de Einat Wilf pour le public francophone autour de son parti et de son action contre l'UNRWA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt.